Marjolaine avait pris le relais et leur avait fait découvrir tout un tas de plantes afin de préparer une bonne soupe remplie de vitamines. Ils avaient trouvé une impressionnante quantité d'œufs de caille pour faire une omelette. Les érelles étaient mûres et les myrtilles savoureuses. Pour faire la tarte, Marjolaine leur fit découvrir des baies qui, écrasées, faisaient office de farine. Après l'épisode de la nourriture, ils s'occupèrent des 8 citadins qui étaient venus comme d'habitude. La journée se déroula autour du peuple des abeilles et les produits de la ruche. Alors, combien de temps sommes-nous restés fut la première question de Regius Animus. 6 heures et demie, dit Elfie. Belle plaisanterie. Mais pas du tout. Le regard approbateur de tout le monde l'obligea à se rendre à l'évidence. Leur expérimentation avait échoué. Il manque un ingrédient, dit Regius Animus. Étais tout seul quand tu as fait cette expérience demanda le sage. Non, répondit Regius Animus en rougissant. Alors, voilà l'ingrédient qui te manque. Qui t'accompagnait demanda le sage en le tirant un peu sur le côté. C'est Elfie. Ça ne m'étonne pas. Pourquoi? La légende dit que c'est l'amour qui fait transcender le temps. Donc nous devons être réunis pour que cela arrive? Absolument. Si nous pouvons arrêter le temps, pourquoi ne pas le faire quand Jean Pelouse viendra nous rendre visite? Excellente idée. Mais d'abord, il faut parvenir à trouver la porte qu'il a laissée ouverte en Égypte, près du Sphinx. Nous n'avons qu'à y aller et, avec l'aide de la reine des fourmis, faire des essais. Nous allons peut-être tomber dessus par hasard. Pourquoi pas? Dit le sage. Nous n'avons plus de problème de temps. Pour que cela soit efficace, nous devons nous rendre là-bas, dit Regius Animus. Nous allons former 2 équipes. La première sera composée de toi, Elfie, la reine des fourmis et moi. Et la deuxième de Célestine, Marjolaine, Charles, Nicolas et Timothée, qui resteront ici pour continuer le travail commencé avec les citadins. L'idéal serait de faire venir cet endroit ici dans la forêt sacrée, dit Regius Animus. Je ne crois pas que ça sera possible. N'oublie pas que si Elfie doit faire venir un endroit, elle doit rester à l'extérieur. Elle ne pourra pas rentrer avec toi et arrêter le temps. Nous n'avons pas le choix. Nous devons aller là-bas. Ils annoncèrent leur plan à tout le monde. Timothée n'était pas content du tout. Il aurait aimé faire partie de l'expédition. Nous avons besoin de toi ici, dit le sage. Grâce à ton royaume, vous pouvez explorer avec nous. D'ailleurs, tu viens de me donner une idée. Si tu as envie, tu peux être avec nous partout. Nous ne pourrons pas te voir, mais tu pourras nous voir et remarquer peut-être des détails qui nous auront échappé. Je suis d'accord, dit Timothée. Si tout le monde est d'accord, demain, nous allons commencer l'expédition. Regius Animus attendait avec impatience la tombée de la nuit pour rencontrer en cachette sa Dulcinée. Après le dîner, Elfie lui dit « Je sais que tu écoutes nos discussions quand nous sommes au lit. Je te donnerai le signal pour notre promenade nocturne, si tu veux. Nous avons beaucoup de choses à voir ensemble tous les deux. » Elle partit comme un nuage d'été. Regius était un peu gêné, il voulait s'excuser pour son indiscrétion, mais il n'avait pas trouvé les mots. La nuit était paisible. Quelques grillons chantaient sans relâche. C'était bientôt la pleine lune, et le paysage était clair comme le jour. Les nuits du mois de septembre étaient encore bien chaudes.
Regius Animus regardait par la fenêtre allongée sur son lit. La grande fenêtre dans son toit offrait la vue d'un paysage du ciel merveilleux. Ce soir-là, il y avait beaucoup d'étoiles. Il commença à voyager parmi les étoiles. Il était comme hypnotisé. Il prenait de la distance en laissant la petite maison loin derrière lui. La forêt devenait de plus en plus petite. Il s'approchait des étoiles à une vitesse incroyable. Il tournait très vite autour de la lune, des planètes, des étoiles. Il avait presque le vertige. Il fut surpris de rencontrer Célestine qui faisait sa promenade habituelle en compagnie de son amoureux Henri. Sans le savoir, Célestine avait appris à Regius Animus comment voyager parmi les étoiles. Il avait écouté de nombreuses fois les récits de Célestine, puis un jour, il avait essayé et réussi à s'éloigner rapidement de la forêt. Tous les jours, il faisait des voyages de plus en plus loin, mais jusqu'à là, il n'avait jamais rencontré personne. Célestine était aussi surprise que lui. Elle ne s'attendait pas à le voir là. Regius Animus, comment se fait-il que tu saches voyager dans l'espace? Je vais te répondre en toute sincérité. Je dois t'informer que j'écoute tous les soirs à travers la cloison tes discussions, tes conversations avec Elfie. Tu es amoureux. Allez, je te pardonne. Quand tu as raconté à Elfie comment tu as appris à Henri à voyager, j'ai essayé et cela a marché. Depuis, je fais une petite promenade tous les soirs. Tu ne devrais pas te promener toute seule, dit Elfie. Pourquoi? Il n'y a pas de danger, répondit Regius Animus. Non, mais au début, on peut s'égarer facilement. Alors la prochaine fois, j'inviterai Elfie en promenade. Bonne idée, dit Célestine. Justement, je crois qu'elle t'attend. Rentre maintenant, nous allons te mettre sur le bon chemin. À plus tard, dit Regius Animus. Merci beaucoup. Une fois de retour, il ouvrit les yeux et écouta attentivement les bruits de la maison. Dans la chambre d'Elfie, il n'entendit aucun bruit. Elfie se serait-elle endormie? Après la journée qu'il avait passée, le sommeil le gagna très rapidement. Il n'entendit même pas quand Elfie tapa 3 fois dans le mur. Elle l'entendit ronfler et comprit qu'il s'était endormi, alors elle ferma les yeux et s'endormit aussi. Faire des voyages dans les étoiles était un petit jeu d'enfant pour la famille de Marjolaine. Elle leur avait appris depuis tout petit ce jeu très amusant. Pendant l'hiver, quand il faisait bien froid dehors et le vent soufflait violemment, ils restaient tous dans la maison. En général, tout au long de l'année, ils ramassaient des provisions pour environ 5 mois d'hiver rude et sortaient de la maison seulement pour des petites promenades. Leur passe-temps préféré en hiver était les voyages dans les étoiles. Ils se mettaient tous autour du feu, bien couverts, et partaient en promenade dans l'univers. Ils étaient bloqués physiquement pendant des journées entières, quand la neige tombait, mais ils ne s'ennuyaient jamais. Ces voyages étaient très enrichissants. Parfois, ils s'arrêtaient contempler un coucher du soleil quelque part sur la terre, au bord d'une mer éloignée. Parfois, ils assistaient à différents rites des nombreuses tribus du monde entier à qui ils rendaient visite régulièrement. De temps à autre, ils s'arrêtaient en haut d'un pic pour contempler le paysage. Parfois, ils exploraient une étoile plus proche. La lune n'avait plus de mystère pour eux. Quand ils restaient couchés dans l'herbe, les soirées chaudes d'été à regarder le ciel, ils contemplaient la lune et essayaient de détecter de loin le dernier endroit qu'ils avaient exploré. Ils étaient dotés d'un télescope
très performants qu'un jour Charles avait ramené de la part d'un vieux monsieur qui leur avait donné ce cadeau un remerciement de tous les remèdes que Marjolaine lui préparait avec beaucoup d'amour. Ce dernier temps, le télescope n'avait pas servi à grand-chose. Cette aventure grandiose leur prenait tout leur temps et leur vie sortait un peu d'ordinaire. Le lendemain matin, quand tout le monde s'était réveillé et qu'ils étaient tous prêts à partir, Nicolas demanda aux sages d'annuler l'expédition. Ils étaient tous étonnés de l'attitude très déterminée de Nicolas qui, bien que plutôt réservé, n'était pas du tout du genre à se défiler devant une tâche à effectuer. Il avait l'air grave, c'est pourquoi ils n'osèrent pas s'opposer à lui. La situation était à la fois comique car ils s'étaient tous arrêtés net dans leur élan, mais en même temps, il y avait beaucoup de suspense. Personne ne savait pourquoi Nicolas voulait proposer aux sages d'annuler l'expédition. Qu'est-ce qui se passe? Dit le sage, qui avait tiré Nicolas dans un coin. J'ai fait un rêve cette nuit. Moi aussi. C'est quoi ce rêve? J'ai vu Elfie pleurer allongée sur le corps de Regius Animus qui était mort. Ne t'inquiète pas. Tu vois bien qu'ils sont là, bien vivants, devant nous. Oui, maintenant, mais la scène se passe au coucher du soleil. Pourquoi veux-tu que j'annule l'expédition? Tu crois que ton rêve peut se réaliser? Oui. As-tu déjà fait ce type de rêve? Oui, de temps en temps, avant d'arriver dans la forêt sacrée, mais depuis que nous sommes là, tout ce que je rêve la nuit, je vois se réaliser le lendemain. Maintenant, je connais d'avance tous les points clés de la journée. Tu ne me l'avais jamais dit. Parce qu'il n'y a pas eu de scène tragique jusqu'à maintenant. Je ne veux pas voir Elfie souffrir. Je sais qu'elle aime Regius Animus, et s'il meurt, elle sera effondrée. Te rappelles-tu d'autres détails de ton rêve? Nous étions près de la grande pyramide quand soudain, une flèche empoisonnée arriva de nulle part et se pointa dans la poitrine de Regius Animus. L'endroit est dangereux et plein de pièges, certainement comme nous l'avait dit Jean Pelus. Si tu vois l'endroit, tu pourras identifier le lieu exact où Regius Animus est tombé? Je crois que oui. Tu viens de sauver la vie de Regius Animus. Cette histoire va rester entre nous, tu comprends? Ça pourrait tous les bouleverser. Nous allons dédier cette journée à l'expédition depuis le royaume de Timothée. Merci pour ma sœur. Elle a beaucoup de chance de t'avoir. Encore une chose étrange qui m'arrive depuis que je suis dans la forêt sacrée. Ce n'est pas étrange du tout, tout ce que tu viens de me raconter. Beaucoup de gens font des rêves comme toi. C'est plus courant que tu ne le crois. Du présent, nous pouvons explorer les différentes possibilités du futur. Justement, il s'agit de cette exploration dans le futur. Quand je regarde quelqu'un, il y a tout un tas d'images autour de lui en lien avec sa vie future et ça change tout le temps. Évidemment, car rien n'est figé. L'univers est en perpétuelle transformation. Alors, si je regarde maintenant Regius Animus, je ne verrai plus autour de lui toutes ces images tristes que je vois depuis quelques jours? Je crois que non. Son destin a pris un autre chemin grâce à toi. Jusqu'à il y a 5 minutes, il était sur une voie sans issue. Avec ton aide, son destin s'est engagé de nouveau sur une voie avec une infinité de possibilités. C'est très intéressant de pouvoir détecter les voies sans issue et les contourner. Tu as cette chance de les voir. Et en plus, grâce à tes rêves, tu peux les identifier avec précision. Tu vas pouvoir beaucoup nous aider dans notre expédition pour tirer le signal d'alarme en cas de danger. Merci de votre confiance. C'est moi qui te remercie. Après cette discussion pleine d'enseignements, ils retournèrent auprès
de leurs 6 autres coéquipiers. Le sage dit avec un grand sourire en montrant Nicolas. Nous avons la chance d'avoir parmi nous un sacré éclaireur. Je crois qu'il a raison, et qu'il est plus sage d'explorer les lieux aujourd'hui depuis le royaume de Timothée. Ça nous fera perdre une journée, dit Regius Animus intrigué. Ça nous fera gagner certainement beaucoup d'autres, dit le sage en faisant un clin d'œil à Nicolas. Allons-y maintenant. Ils étaient tous bien installés devant un grand écran comme au cinéma. Les images défilaient une par une. Il fallait en choisir une pour que Timothée puisse faire un zoom. Ils passèrent ainsi plus d'une trentaine de minutes à regarder toutes ces prises de vue. Mais rien d'intéressant. Ils étaient charmés par ce paysage unique, par la beauté majestueuse de toutes ces pyramides. À un moment donné, Nicolas identifia le lieu où il avait vu mourir Regius Animus dans son rêve. « Arrêtez-vous à celle-ci !» s'exclama-t-il. Tout était virtuel. L'endroit d'origine ne bougeait pas. Il n'avait que des images. Le lieu était là sans être là car il ne pouvait rien modifier. En même temps, rien ne pouvait leur arriver. Il y avait des avantages et des inconvénients, mais n'ayant pas d'autres possibilités pour l'instant, ils étaient contents de pouvoir avancer quand même. Ils étaient tous en train de se promener en long et en large autour de la grande pyramide. Tout était bien gardé. C'était un territoire fermé sous le contrôle de Pollutionus. Personne n'avait le droit de pénétrer. Nicolas s'avança jusqu'à l'endroit où il avait vu le corps de Regius Animus dans son rêve. Il se rendit compte que le sable était un peu enfoncé à cet endroit précis. Tout à coup, à une trentaine de mètres, il vit une lueur. Il s'avança plein de curiosité et il vit la pointe d'une flèche qui sortait d'un mécanisme bien dissimulé dans le sable. Donc c'était bien ça la flèche empoisonnée qui aurait tué Regius Animus. Cet enfoncement dans le sable l'intriguait beaucoup. C'était un piège, et quiconque mettait les pieds dessus se retrouvait avec une flèche empoisonnée dans la poitrine. Cela voulait alors dire que l'entrée de la cachette de Suanus était dans les environs. Il n'imaginait pas ce que Suanus aurait pu cacher de si précieux là-dedans. Il savait seulement que ce n'était pas le pouvoir créateur des humains. Nicolas supposait que la porte que son ancêtre Jampelus avait laissée ouverte pour pouvoir voyager à travers le temps était dans les environs. Il était l'heure du rendez-vous avec les citadins. Marjolaine, Charles, Nicolas et Célestine partirent pour les accueillir. Dans le royaume de Timothée, l'exploration continuait avec acharnement. Ils avaient compris qu'il y avait une multitude de pièges. Ils essayaient de repérer chaque dénivellation dans le sol pour trouver le piège qui lui était associé. Comme ils n'avançaient pas vite, car tous les pièges n'étaient pas visibles, ils décidèrent de faire une carte où chaque dénivellation était identifiée. Ainsi, quand ils iraient sur place, ils n'auraient qu'à suivre le bon chemin en toute sécurité. Ce travail leur prit plusieurs heures. Ils avaient réussi à trouver un chemin sûr entre la grande pyramide et le sphinx. L'étape suivante était d'identifier l'entrée de la cachette où se trouvait également la porte de Jampolus. Un jour, Jampolus leur avait donné quelques indices sans plus de détails. Ces indices ne les avançaient pas beaucoup. Jampelus leur avait dit qu'il ne pouvait pas les aider dans la forêt sacrée et qu'il les attendait en Égypte. Dans le contexte actuel où ils avaient constitué une carte et qu'en plus ils pouvaient arrêter le temps, les choses avaient radicalement changé. C'est pourquoi ils décidèrent de le faire revenir dans la forêt sacrée pour qu'il puisse leur indiquer avec précision la porte en Égypte. Très contents du travail réalisé dans la journée, Timothée, Elphire, Regius Animus et le sage décidèrent de faire une pause et d'aller rejoindre les autres pour les aider. Comme d'habitude, les 8 citadins étaient invités dans la forêt sacrée. La leçon du jour était la communication avec les animaux. Ils étaient tous surpris que les bêtes, comme ils les appelaient,
fussent dotés d'une intelligence incroyable. Au départ, il s'était contenté de les faire obéir comme au cirque. C'était très amusant à voir. Chacun avait préparé un numéro qu'il présentait devant tous les spectateurs. Il y avait beaucoup de créatures enchantées qui avaient été attirées par ce spectacle inédit. Les citadins étaient contents de voir toutes ces créatures qu'ils avaient vues seulement dans les livres quand ils étaient enfants. C'étaient des personnages familiers pour eux. Le spectacle d'Henri était épatant. Il avait fait un mélange de plein d'animaux très différents. Il avait mis ensemble des renards, des lapins, des aigles, des biches, des loups, des ours, des lions, des gazelles, des éléphants, des souris et des chats. Son numéro était très riche. Il s'était demandé lui-même comment il y arrivait si bien. Évidemment, Célestine lui donnait un petit coup de main. Depuis toute petite, elle adorait s'amuser avec les animaux. Dans la grande clairière de la forêt enchantée, il y avait beaucoup de joie. Tout le monde s'amusait copieusement. Dans cette joie générale, Célestine s'est mise à penser avec plaisir aux animaux qu'elle suivait dans la forêt quand elle était enfant. Très souvent, elle s'éloignait de la maison et ne savait plus revenir sur ses traces. À plusieurs reprises, elle s'était mise à pleurer de désespoir. Il y avait une petite biche que Célestine aimait tout particulièrement. Elle aurait tant aimé à la caresser et lui donner à manger dans sa main. Mais la biche se sauvait à chaque fois à cause d'elle, et Célestine se trouvait souvent en difficulté. Quand la biche vit pleurer Célestine la toute première fois, elle comprit que c'était un enfant très sensible et qu'elle pouvait devenir amie. Pour l'aider à rentrer, la biche repartait à chaque fois dans la direction de la maison. Au bout de plusieurs jours, Célestine comprit que la biche l'aidait. Alors, elle essaya de communiquer avec elle. Au début, la biche gardait ses distances, mais petit à petit, elle commença à s'approcher de plus en plus. Célestine avait remarqué que la biche aimait le sucre. Ainsi, pendant plusieurs jours, elle jeta des morceaux de sucre sur son chemin. Dès qu'elle s'éloignait, la biche venait en galopant chercher le morceau de sucre. Au bout d'une dizaine de jours, Célestine ne jeta plus de morceaux de sucre. Elle les tenait dans sa main et s'allongeait sur le sol en faisant semblant de dormir. Alors la biche s'avança tout doucement et venait ramasser le morceau de sucre dans la main de Célestine. À chaque fois, elle avait envie de rire car la biche lui chatouillait la paume de la main de son museau humide. Au fil des jours, une grande amitié naquit entre Célestine et la biche. Elles étaient devenues inséparables lors de leurs promenades quotidiennes. Pour l'hiver, Célestine avait aménagé un espace derrière la maison où la biche pouvait trouver de la nourriture et de la chaleur. Elle venait souvent s'abriter et se nourrir avec toute sa famille. Avec le temps, la biche enseigna à Célestine comment s'orienter dans la forêt, quelle était la bonne direction et comment éviter le danger. Très rapidement, le sens d'orientation de Célestine reprit ses fonctions normales. Célestine était arrivée à une telle maîtrise qu'on aurait pu la mettre au milieu de la forêt et elle était capable de retrouver n'importe quel lieu précis. Elle avait appris à suivre son instinct et se laisser guider. Quand elle arrivait à ce stade de maîtrise, elle se rendit compte que le fait d'avoir eu peur et de s'être crue perdue dans la forêt, elle s'était perdue pour de vrai. Son instinct ne fonctionnait plus correctement parce qu'elle l'avait pollué avec ses peurs. À partir du jour où elle le comprit, elle ne se laissa plus jamais envahir par les peurs. À présent, elle savait qu'elle était guidée et elle faisait appel à son instinct. Elle ne réalisait pas très bien comment ça marche, cette histoire de guidance, mais peu lui importait, le principal c'était que ça fonctionne. C'est d'ailleurs son instinct qui la guida vers Henri lors de leur sauvetage en urgence de la ville. Il y avait ce jour-là tellement de monde à soigner qu'elle se demanda quelle était la personne qui avait le plus besoin d'elle. Ses pas l'avaient menée vers Henri,
et elle était heureuse d'avoir suivi son intuition. L'homme qu'elle avait sauvé en premier lui faisait vivre une merveilleuse histoire d'amour. Tous les souvenirs d'enfance qui étaient venus dans l'esprit de Célestine comme un éclair étaient stimulés par la vue de la biche de son enfance, l'amie de longue date. La biche s'était introduite dans le troupeau d'Henri. Célestine communiquait avec elle grâce à un langage très subtil qu'elle avait inventé ensemble. Le chef d'orchestre du spectacle d'Henri était bel et bien la biche de Célestine. Après le numéro acrobatique d'Henri, il s'avança très fier vers Célestine. Elle était si contente de le voir heureux qu'elle ne lui dit même pas qu'il y était pour quelque chose dans la réussite de son spectacle. La journée avait été bien remplie. Ils étaient tous fatigués mais heureux de voir comment les citadins avançaient vite dans la compréhension de leur environnement proche. Ils se dirent tous au revoir et Elfie put les renvoyer chez eux. Le jeu de disparaître d'un endroit et apparaître à un autre endroit amusait beaucoup les citadins. Quand l'heure du retour était arrivée, il y avait de plus en plus de monde qui les attendait à l'entrée de la ville, à l'endroit précis où ils retournaient tous les soirs. Les enfants étaient émerveillés et avaient inventé un nouveau jeu qu'ils appelaient le Magicotti. Ils jouaient toute la journée à ce jeu en attendant l'arrivée de leurs 8 magiciens. Pour le lendemain, le sage proposa de faire passer les citadins à la vitesse supérieure en ce qui concernait la communication avec les animaux. « Je crois qu'ils sont prêts à recevoir cet enseignement, dit le sage. Êtes-vous sûr? Demanda Marjolaine. Oui, mais nous avons besoin de l'aide de la part du roi Centaurus. Il est très âgé et a cherché refuge dans la montagne près de lac Ézer. Il est très occupé à transmettre son savoir à son fils Oxanthus, dit Charles. Vous avez raison. Ce n'est pas encore le moment, dit le sage.